Bonsoir à tous, bienvenue sur votre plateau. Les spécialistes vous répondent. Comme vous le savez, nous avons mis en place une petite série de 10 émissions où nous vous parlons du Covid, donc vraiment de l'infection suite au virus SARS-CoV-2, et on vous explique tout de A à Z, du début à la fin. On vous a expliqué au début avec la prévention, on a parlé de tout, la réanimation, et aujourd'hui on va attaquer un sujet dont on parle très rarement, qui est le Covid long. Mais avant, bien évidemment, nous allons répondre à une question, donc une question qui revient très très souvent. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de troisième dose? Et est-ce que les pays riches veulent une troisième dose alors même que l'OMS n'est pas forcément d'accord avec cette troisième dose? Alors, réponse tout de suite, vous allez voir, ça va s'afficher. La troisième dose est recommandée pour les personnes en immunodéprimées. Donc, c'est un avis qui date du 6 mai 2021 où la Direction générale de la santé a fait cette recommandation, mais pour des personnes spécifiques. Donc, vous allez voir, on aura le temps d'en parler. C'est pour les personnes qui ont eu une transplantation, qui ont subi une chimiothérapie et qui ont vraiment des problèmes au niveau de leurs globules blancs. Donc, l'OMS, elle estime que il n'y a pas besoin d'une troisième dose maintenant d'un point de vue scientifique, puisque pour le moment, à part pour les personnes qui en ont vraiment besoin pour des questions de santé, l'histoire de la troisième dose de confort, comme le fait certains pays, n'est pas recommandée. Et tout de suite, on va vous mettre la vidéo. Bon, alors visiblement ça passe pas, c'est dommage parce que j'aurais bien voulu que vous voyiez cette vidéo. C'est le président de l'OMS qui explique vraiment la procédure puisqu'ils ont demandé un moratoire sur la troisième dose pour les pays riches. Tout ça pour aider à la vaccination aussi dans les pays pauvres et dans les pays qui ont besoin de vacciner leurs personnes âgées et leurs personnes fragiles. Donc vous allez voir à Bruxelles, ils décident qu'il ne faut pas se précipiter pour cette troisième dose de vaccin. Pareil au niveau de l'Union européenne, elle dit que la campagne de la troisième dose lancée en France pour les plus vulnérables, l'étonne à tous, n'est pas un besoin urgent, comme je disais tout à l'heure. Donc ça, c'est le Centre européen de contrôle qui dit ça. Et bien sûr, au niveau de la Cour européenne, il y a Thierry Breton qui a répondu à l'OMS. Dommage que vous ne pouvez pas voir cette vidéo. Je vais essayer de voir comment on peut la faire passer soit plus tard ou soit demain pour que vous puissiez vraiment avoir la bonne explication. Par contre, par rapport à l'Union européenne, 70% de la population adulte de l'UE est désormais vaccinée contre le Covid-19. Ça, c'est un poste récent de la Commission européenne. Donc ce soir avec nous, le docteur José-Luis Barnet. Bonsoir. Bonsoir à tous. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous expliquer ce que vous avez mis en place pour le Covid long, s'il vous plaît? Alors, je m'appelle José-Luis Barnet, je suis médecin de rééducation. Je travaille au CHU de la Martinique et notre spécialité, en lien avec les infectiologues et les pneumologues, s'occupe des personnes qui ont été victimes d'infections à SARS-CoV-2, là le Covid, que ce soit sur les formes graves ou les formes un peu moins graves, parce qu'il y a un risque important d'avoir des formes avec des symptômes prolongés, c'est-à-dire que des séquelles du Covid vont persister dans le temps et vont impacter le quotidien avec des symptômes qu'on va retrouver comme principalement la fatigue. La fatigue, c'est une plainte, un symptôme qui revient très fréquemment. La dyspnée, être essoufflé pour des efforts de faible intensité. Et puis, une multitude de symptômes qui vont se présenter dans le temps et qui vont nécessiter une évaluation, qu'on sache exactement ce que ça représente dans la vie des personnes, quel impact ça a sur leur fonctionnement au quotidien et comment est-ce qu'on va pouvoir les prendre en charge, les accompagner pour essayer de diminuer l'impact de ces symptômes sur le quotidien. Donc comme vous voyez là sur la présentation, ces symptômes, ils peuvent toucher différents organes, différentes fonctions, différentes parties du corps. De manière générale, la fatigue, des malaises à l'effort,
possibilité d'avoir des épisodes de fièvre intermittente, des douleurs articulaires qui peuvent survenir, le cœur qui n'arrive plus à faire son travail, le poumon qui n'arrive plus à oxygéner le corps et plein d'autres symptômes comme ça qui vont impacter le quotidien. Et donc les équipes de rééducation en Martinique, en Guadeloupe et partout en France et même dans le monde, ont pour vocation d'identifier ces problématiques-là et de les accompagner. Mais c'est toujours un travail qu'on fait de manière pluridisciplinaire. C'est-à-dire que le médecin rééducateur ne travaille pas seul. Il va travailler avec le kinésithérapeute, avec la psychologue, avec tous les autres rééducateurs qui vont intervenir dans la prise en charge. Et notamment aussi, on va voir la place importante de l'activité physique, mais adaptée aux difficultés, adaptée aux capacités. Et c'est dans ça que nos collègues qui sont moniteurs enseignants d'activité physique adaptée vont nous aider avec les kinés et nous permettre d'aider les personnes victimes de ce Covid long à se réinsérer dans la vie et à reprendre un petit peu les activités qu'ils faisaient avant, ou en tout cas faire un maximum pour ne pas tomber dans la sédentarité, c'est-à-dire être limité par la fatigue et l'essoufflement, ce qui conduirait à ne plus rien faire et à du coup aggraver son état de santé parce qu'on n'est plus capable d'être actif dans la vie, avec tout ce qu'il peut y avoir derrière de troubles psychologiques, anxiété, isolement, et puis prise de poids et majorer tous les problèmes de santé que l'on connaît, comme diabète et hypertension quand on est déjà porteur de ces comorbidités. D'accord, Alors, merci il y a encore beaucoup de choses à dire, mais peut-être que ça va venir la suite avec les questions. D'accord, merci beaucoup pour toutes ces explications. C'est vrai qu'on n'en parle pas souvent. Donc avec nous, nous avons le professeur Chantal Rayerson. Alors bonsoir, vous êtes à l'Institut de santé publique d'épidémiologie et de développement à Bordeaux. Alors qu'est-ce que vous constatez ? Bonsoir, donc moi je suis également professeure de pneumologie à Bordeaux et donc je suis en consultation des patients qui ont eu une infection liée à ce virus, au SARS-CoV-2. Donc ce qu'on a constaté alors ce que je voudrais dire en préambule, c'est que toutes les infections du poumon, qu'elles soient virales ou bactériennes, peuvent entraîner des séquelles et ça c'est des choses qu'on a l'habitude de suivre au long cours. D'accord. Voilà. Et dans le deuxième point, c'est que la place de la réhabilitation à l'exercice, de l'activité physique, c'est un traitement très important dans la prise en charge des maladies respiratoires de façon générale. On sait que ça fonctionne. Donc, ce qu'on a observé quand les patients ont une infection liée à ce virus, tout dépend de la sévérité de départ. On s'attendait à avoir des séquelles respiratoires chez les plus sévères qui sont allés en réanimation, qui ont eu des pneumonies sévères. On ne s'attendait pas forcément à avoir des symptômes persistants et plurisymptomatiques chez des patients qui avaient des formes légères à modérées, c'est-à-dire qui n'avaient pas été hospitalisés. Donc je pense qu'on y reviendra un petit peu tout à l'heure. Ça concerne un groupe hétérogène de patients et il y a différentes définitions. D'accord, merci beaucoup pour ces informations. Avec nous, le docteur Ened, bonsoir. Oui, bonsoir à tous les auditeurs, bonsoir à tous. Alors, vous êtes enseignant d'activité physique adaptée. Alors, qu'est-ce que c'est ? Alors, effectivement, je suis professionnel également d'activité physique adaptée. Donc, c'est un métier qui consiste à mettre en place, comme son nom l'indique, de l'activité physique avec comme objectif plusieurs objectifs. Déjà, ce serait améliorer la qualité de vie des patients qu'on va prendre en charge, mais agir également sur les différents systèmes, les grands systèmes musculo-squelettiques, cardio-respiratoires, cardiovasculaires également. Et donc l'objectif, ce serait de permettre en complémentarité de l'équipe de rééducation, donc kiné, ergothérapeute, psychomotricien, amener le patient à améliorer sa condition physique générale, que ce soit au niveau de ses capacités de marche, ses capacités d'endurance, ses capacités de force. Nous intervenons sur ces différents paramètres et nous essayons, grâce à l'adaptation qu'on fera pour chaque pathologie, pour chaque spécificité de personne, d'adapter au mieux les activités en prenant surtout la notion de plaisir qui permettra au patient de progresser et d'améliorer son état de santé général.
D'accord, alors merci beaucoup. Du coup, j'ai 2 questions pour vous. Qu'est-ce que vous constatez depuis le début du Covid, donc par rapport à la rééducation que vous faites pour les gens? Qu'est-ce qui revient le plus souvent? Et la deuxième question, est-ce que c'est plus dur avec ce variant qu'avec le premier Covid? Alors, effectivement, moi, je suis là en tant que représentant de mes collègues aujourd'hui, qui travaillent également dans le service de MPR, qui travaillent également en clinique. Donc, ce qui m'est plutôt rapporté, donc, c'est une fatigue chronique avec un déconditionnement à l'effort de ces patients-là. Donc, on constate des remontées de terrain. Donc, nous constatons plutôt que il y a effectivement une demande énorme sur cette 4e vague, plus que sur les précédentes vagues qui nous avaient, on va dire, partiellement touchés. Là, on est beaucoup plus touchés, que ce soit chez les personnes âgées, chez les personnes jeunes ou un peu moins jeunes. Mais globalement, on trouve qu'il y a beaucoup plus de patients à prendre en charge, ce qui est une réalité. Par les chiffres, hein, je n'invente rien. Et là, on va surtout aujourd'hui nous positionner en complémentarité de ce qui est proposé pour les patients qui sont post-Covid à domicile, où mes collègues et moi chercherons à mettre en place des protocoles, d'ailleurs que nous avons déjà établis, pour permettre à ces patients qui ont des Covid longs, qui sont post-Covid, de pouvoir sur 2 mois retrouver pleinement ou quasiment pleinement leur capacité initiale de l'avant-Covid. Donc on intervient surtout sur cette phase-là, cette phase où le patient retourne à domicile. D'accord, merci beaucoup. Alors, comment ça se passe sur nos territoires pour que les personnes puissent bénéficier de cette rééducation? Alors aujourd'hui, nous sommes au stade du protocole, c'est-à-dire que nous sommes en train de chercher des financements pour pouvoir mettre en place de l'activité physique adaptée chez les personnes à leur domicile, soit en téléadaptation, en visio lorsque cela sera possible, mais également en présentiel. Et nous sommes, on va dire, à la première étape de mise en place de recherche de financement pour pouvoir aider ces personnes à retrouver, à améliorer leur qualité de vie. Merci. Même question pour le professeur. Allez-y, vous voulez rajouter quelque chose? Allez-y. C'est pour compléter un petit peu la réponse sur le secteur hospitalier. Aujourd'hui, la vague, elle est tellement importante qu'on se concentre surtout sur les patients les plus graves. Ceux qui sont les moins graves rentrent un peu à domicile et on opère un suivi pour savoir comment est-ce qu'on va réussir à diminuer leur consommation d'oxygène, s'assurer qu'ils soient pris en charge par des kinés pour les maintenir sur un niveau d'activité. Ça, c'est pour ceux qui rentrent à la maison. Et ceux qui sont les plus lourds, on fait de la rééducation intra-hospitalière, donc avec des patients qui ont une rééducation 2 heures par jour, tous les jours. On leur réapprend à faire des efforts, en fait. Il faut qu'ils sachent reconnaître leurs limites, gérer leurs besoins en oxygène, reconnaître les signes qui font qu'ils manquent d'oxygène, parce que parfois ils ne se rendent pas compte, utiliser les outils qui sont à leur disposition, ce qu'on appelle les saturomètres, qui permettent de mesurer la quantité d'oxygène qui circule dans le sang, et puis identifier à quel point à quel moment on pourra les aider à se réinsérer dans la vie. Parce que on parle souvent de handicap quand on voit les personnes en situation de handicap, mais la maladie respiratoire est pourvoyeuse aussi de handicap dans le fait qu'elle limite les capacités globales. Donc on va avoir sur cette période-là, avec les Covid longs qui risquent d'arriver, je répète que c'est pour les formes graves, mais aussi pour les formes peu symptomatiques, donc les personnes qui ne vont pas à l'hôpital. Il y a un risque de près de 50% de personnes qui peuvent faire des Covid longs. Et la réalité du Covid long, c'est quoi? C'est j'ai un travail un peu physique, je ne suis pas en capacité de le faire, plus comme avant, plus avec la même intensité. Ça veut dire que se pose la question sur le plan social, sociétal, de est-ce que je peux maintenir mon emploi? Est-ce que je dois changer d'emploi? Est-ce qu'à la maison, si c'est moi qui m'occupais de l'entretien de la maison, est-ce que je suis en capacité de le faire? Est-ce que j'ai les moyens pour faire quelqu'un me remplacer? Est-ce que je paye une femme de ménage ou est-ce que je suis dans la difficulté? Donc il y a une vraie problématique de risque de tomber dans la précarité avec ces séquelles-là qui vont impacter réellement le quotidien, parce que quand on n'est plus capable de faire ce qu'on faisait avant, soit on a quelqu'un pour nous remplacer, mais si on vit seul, on est en difficulté. Si on n'a pas les moyens, on est en difficulté.
si on a un métier physique et qu'on peut plus le faire, eh bien on peut pas du jour au lendemain changer de métier comme ça. Donc il faut qu'il y ait l'accompagnement du médico-social, des assistantes sociales. Il faut que l'employeur puisse comprendre la problématique, puisse intégrer que c'est pas des caprices, mais c'est bien des séquelles d'une maladie. Donc il faut identifier, reconnaître, voir si ça rentre dans le cadre d'un congé longue maladie. Donc il y a toute une dimension sociale, sociétale sur ces séquelles qui doivent être expliquées, comprises, pour qu'on ne se dise pas que les gens ils font semblant ou ils sont fainéants, parce qu'il y a un vrai impact de cette maladie, même pour les formes qui sont les moins graves. Alors justement, on entend beaucoup parler d'effets secondaires en fonction soit par exemple pour les hommes, pour les femmes, perte du goût, les gens ont beaucoup témoigné pour tout ce qui est perte du goût. Visiblement pour les femmes, il y a des problèmes liés à la stérilité, donc les Covid longs, on est en train d'étudier si ça peut toucher la stérilité ou pas. On entend parler de perte d'érection pour les hommes, on entend aussi que ça attaque les reins, que ça attaque le cerveau. Est-ce que vous faites ce constat-là ou pas? Alors, il y a beaucoup de choses effectivement qui peuvent arriver dans les suites de la maladie Covid. Quand la maladie frappe très fort, donc pour les gens qui ont des formes graves, effectivement, ça peut altérer le fonctionnement des reins, du cerveau, des poumons, du cœur. Et ça, quand les personnes sont prises en charge à l'hôpital, eh bien, on stabilise ces défaillances-là, on essaie de les restaurer et on permet aux gens de passer un cap quand ils arrivent à être guéris, mais ça n'empêche qu'il puisse y avoir des séquelles. Et donc ce que vous venez d'évoquer, là aussi, c'est les séquelles qui peuvent perdurer. Tout ce qui est atteinte sensorielle, les troubles du goût, de l'odorat, ce sont des choses qui peuvent perdurer, effectivement, de 6 à 12 mois. Il y a une rééducation sensorielle qui est nécessaire. Il faut réapprendre à reconnaître les odeurs, à reconnaître les goûts. Et donc, il y a tous des protocoles et un accompagnement nécessaire. Quand on a une atteinte du système cardiovasculaire, que ce soit sur les gros vaisseaux ou les petits vaisseaux, eh bien, on va avoir des dysfonctionnements, des troubles érectiles, des troubles de la sexualité, on va avoir la fatigabilité. Sur la stérilité, je ne crois pas qu'il y ait eu des faits démontrés, des séquelles de Covid sur la stérilité, mais c'est vraiment tout ce qui va être système vasculaire, cardiaque, pulmonaire et neurologique qui va être lourdement impacté pour ce que l'on voit, en tout cas pour les Covid longs. D'accord, merci beaucoup pour cette réponse. Et du coup, j'ai une dernière question. Hier, on parlait de réanimation. On a découvert que quelqu'un qui sort de réanimation peut, alors c'est peut-être rare, mais ça peut arriver que la personne retombe en réanimation à peu près 140 jours après. Est-ce que vous, lorsque vous traitez les Covid longs, vous arrivez à anticiper cette retombée en hospitalisation ou c'est vraiment deux choses différentes ? Pour ce qui nous concerne, nous, en rééducation, les patients qui sont les plus fragiles sont toujours à risque d'avoir des maladies. Quoi. Et je vais laisser le professeur Hérisson continuer sur la problématique des maladies respiratoires. Mais en tout cas, pour les patients en rééducation, ceux qui sont dans le Covid long, ils sont un petit peu à distance de cette fragilité-là, parce que globalement, il faut s'imaginer que c'est des patients qui ont passé le cap, qui vont un peu mieux, mais qui vont avoir tout ce chapelet-là de séquelles qui vont impacter le quotidien avec la fatigue, et donc les complications vont venir avec l'augmentation du risque des maladies chroniques. Donc c'est surtout aggraver un diabète, prise de poids, aggraver une maladie cardiaque, aggraver une maladie respiratoire préexistante, aggraver un risque d'AVC, aggraver une maladie métabolique. Donc c'est vraiment sur ce côté-là, un peu comme le font les maladies chroniques, où si on ne se prend pas en main, si on ne reste pas actif, si on ne fait pas l'activité physique, si on ne mange pas bien, si on ne dort pas bien, eh bien on augmente, on altère son état de santé et on augmente son risque de retomber dans l'aggravation de la maladie chronique. Alors, professeur Ray Harrison, qu'est-ce que vous constatez, vous, de ce côté ?
s'il vous plaît? Alors, ce que l'on constate chez ceux qui ont fait une atteinte sévère, qui sont allés en réanimation, un mois après l'infection, ils vont être 50% environ à avoir une diminution de la capacité respiratoire, c'est-à-dire du souffle. Et ensuite, quand on continue à les suivre, certains peuvent développer ce qu'on appelle une fibrose pulmonaire, c'est-à-dire un vieillissement accéléré du poumon. Donc ça, c'est ce qui concerne les séquelles pulmonaires. Pour ce qui concerne ce qu'on appelle le Covid long, ce qui est différent des séquelles, parce que la notion de séquelles, c'est lorsqu'on va faire des examens complémentaires et on va observer de façon objective soit des anomalies au scanner, soit une diminution du souffle. Dans ce que l'on appelle le Covid long, on va avoir des patients qui ont eu une infection, sévère ou légère, et soit ils vont avoir une période où ils se sont un petit peu améliorés, où les symptômes ont disparu, et puis ensuite les symptômes vont réapparaître, parfois de façon un peu différente, c'est-à-dire qu'ils sont fatigués, ils sont essoufflés, comme l'ont dit mes deux collègues, mais ils peuvent avoir aussi des symptômes nouveaux qu'ils n'avaient pas pendant la première phase en aigu. Soit on va avoir des patients qui ont eu cette infection et qui continuent d'avoir ces symptômes persistants plusieurs mois après les symptômes initialement. Et donc, tout l'enjeu du diagnostic, quand quelqu'un vient en consultation pour un essoufflement qui persiste, d'abord, on va s'assurer qu'il n'a pas de séquelles, de complications pulmonaires ou de complications cardiaques objectives, puisque vous savez que le virus peut atteindre le cœur. Une fois qu'on a éliminé les choses graves ou une embolie pulmonaire, ensuite, on va regarder pourquoi la personne est essoufflée. Et elle peut être essoufflée pour différentes raisons, mais ce qu'on a observé en fréquence importante, jusqu'à 70% des patients, c'est ce qu'on va appeler le syndrome d'hyperventilation. Qu'est-ce que c'est le syndrome d'hyperventilation? Ce sont des patients qui n'arrivent pas à synchroniser la respiration. Ils vont respirer de façon anarchique, et tout l'enjeu de la prise en charge avec la kinésithérapie, la réhabilitation, ça va être de resynchroniser et de réapprendre à respirer et adapter la respiration par rapport à l'effort. Donc, ça nécessite une prise en charge qui est spécialisée et pluridisciplinaire pour que les patients puissent avoir une réduction des symptômes et une réduction du handicap. Et donc, quand on parle de la vaccination, c'est vrai que la vaccination permet de diminuer les formes graves liées donc à ce virus, mais permet également pour des sujets relativement jeunes de développer un Covid long, parce que même si vous n'êtes pas allé en réanimation, que vous n'avez pas été sous oxygène, mais que vous avez eu l'infection et que vous continuez à avoir un handicap, comme l'a dit le docteur Barnet, mon collègue tout à l'heure, c'est un vrai handicap. Et donc, pour récupérer, on peut mettre plusieurs mois. D'accord, merci. Du coup, comme vous parlez de la vaccination, je vais vous poser une question très simple. Pour l'instant, au niveau du conseil, on va dire, les médecins ne sont pas forcément d'accord entre eux pour tous les âges pour la vaccination. On sait que ça a un réel bénéfice pour les personnes plus âgées et les personnes fragiles. Est-ce qu'il y a un vrai bénéfice sur les Covid longs, par exemple? Alors, aujourd'hui, c'est une très bonne question. Alors, tout d'abord, sur les bénéfices de la vaccination, ils ont été montrés à la fois chez les personnes âgées et à la fois chez les adultes jeunes. Dans les études et les essais thérapeutiques, ils ont séparé les groupes, ils ont ce qu'on appelle fait une stratification et ils ont montré qu'il y avait un bénéfice pour éviter les formes graves. Aujourd'hui, pour le Covid long, on n'a pas d'études. Mais si vous voulez, par raisonnement scientifique, ce que l'on se dit, c'est que si vous n'êtes pas infecté, forcément, vous avez une réduction du risque de développer ces séquelles liées au virus. Voilà. Parce que vous diminuez la contamination et la contagiosité. D'accord. Bon, toujours respecter quand même les gestes barrières, puisque à ce qui paraît, on n'est pas encore sûr avec la vaccination qu'on qu'on ne se contamine pas entre nous. Donc, vacciné ou pas, gestes barrières, comme ça vous êtes sûr. Non, je suis désolée, je vous interromps. Non, on sait, je pense que c'est vrai que c'est toujours difficile de résumer rapidement des études, mais quand même, on sait que la vaccination, elle n'est pas efficace à 100% sur la contamination, mais elle diminue quand même la contagiosité. Il y a eu des études qui ont été faites, en particulier en maison de retraite, qui montrent qu'effectivement, quand on est vacciné, on va diminuer quand même la contagiosité. Donc, effectivement, ce n'est pas 100%, mais il y a quand même un effet. D'accord, merci de votre réponse. Alors, on a ouvert la ligne, si vous voulez. Allô, on a un appel? Bonsoir. Oui, allô? Bonsoir, monsieur.
Oui, voilà, je voudrais bien aimer savoir votre émission. Comment ça se passe? Vous invitez seulement les gens qui sont pour le vaccin ou pas? Ce sont Vous des invitez pas médecins les gens qui sont travaillent. contre le vaccin? Comment? Vous a donné de l'argent ou pas? Non, monsieur, j'aurais bien voulu par contre. Je vous assure, j'ai pas d'argent. Je pense qu'on vous a payé. Parce que vous ne pouvez pas faire une émission. À chaque fois, ce sont les gens qui vous remplissent les têtes des gens de se faire vacciner, de se faire vacciner. Chicanos fait une émission, il dit toujours, si vous voulez vous faire vacciner, faites vacciner. Mais vous faites des gens venir de la Martinique, de partout, les gens qui... l'OMS paye pour dire n'importe quoi aux gens. C'est bon? Je vous réponds. Alors, comme je vous explique tous les soirs, donc c'est un système qu'on a mis en place. Comme vous savez, on a couvert toutes les manifestations anti-pass. Donc, les gens ont posé beaucoup de questions. Donc là, ce sont une série de 10 émissions qu'on a mis en place. Donc, du début à la fin. Il reste encore quelques jours. Après, on va parler de la rééducation, les apports de la vaccination et le traitement. Et donc, il nous reste encore 3 ou 4 émissions. Et après, c'est fini, monsieur. Comme ça, on pourra passer à autre chose. Ne vous en faites pas. Comme on dit, chaque chose en son temps. Donc, si vous avez des questions pour les médecins, n'hésitez pas à nous appeler pour poser des questions. Aujourd'hui, on parle des Covid longs. Ce sont les médecins de Martinique et de Guadeloupe, comme je le répète souvent, qui se sont associés et qui travaillent en ce moment au CHU. Donc, qui voient, ils sont dans la crise que nous sommes en train de traverser. Et ils répondent, ils se sont associés pour pouvoir répondre pendant 10 jours à vos questions. Alors, je crois qu'on a un appel. J'avais une question, mais je crois qu'on a un appel. Bonsoir. Bonsoir. Allô? Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Allez-y. Donc, moi, en fin de compte, j'appelais en fin de compte pour le monsieur qui a interpellé la charmante dame à la télévision. Merci. Moi, ce qui m'a interpellé, c'est le fait de son agressivité. Donc, cette dame, elle est là pour donner des informations. Voilà, exactement. Et puis, moi, je trouve, voilà, vous savez, entre nous, si on est solidaire, la solidarité, ça commence pour ça. Donc, on est confronté à un véritable problème, un dilemme en Guadeloupe. Donc, il faut que chacun mette sa pierre à l'édifice. C'est pas la peine d'envenimer la situation. Et puis, voilà, nous, on est là pour progresser, pour essayer de trouver une solution aux problèmes qui nous préoccupent. Et puis, voilà, mais histoire oui, si on a payé, si on a mais non, tout ça, ça vole pas haut, tout ça. Et j'aurais bien voulu, je vous assure, que ce soit clair pour tout le monde en Guadeloupe et en Martinique, j'aurais bien voulu gagner de l'argent des laboratoires, mais non, je suis toujours madame, à pied. Je sais très bien que vous ne gagnez pas d'argent. Mais bien sûr, je transmets juste ces informations. Vous faites un boulot formidable. Moi, je vous appelle de la métropole. Je suis en métropole. Moi, je vous suis tout le temps. Je vous suis tout le temps. Canal 10, moi je suis toujours branché sur Canal 10. Mais bon, ça c'est du n'importe quoi. C'est insignifiant pour moi. Vous voyez, ça vole pas haut tout ça. Merci désolé. monsieur. Est-ce que vous avez une question sur le Covid long? C'est vrai qu'on n'en parle jamais, mais profitez ce soir. Si vous avez une question, on peut vous répondre. Le Covid long? Oui. Vous savez, ici, on est confronté, parce que je ne sais pas si vous voyez les images qu'on a enfin, les images qu'on a sur la métropole, parce qu'il y a des gens qui sont confrontés à ça, des Covid longs qui n'arrivent pas à s'en sortir. Non, mais c'est vraiment une problématique. Je sais, j'ai des témoignages de gens qui ont eu le Covid l'année dernière et qui en souffrent toujours, justement. Attention, là, c'est vraiment du lourd. Donc, vous savez, moi, je n'incite pas les gens ni à se faire vacciner, ni quoi que ce soit. Moi, je ne suis pas là pour ça. Je ne fais pas de campagne vaccinale. Ce n'est pas mon but. Mais chacun voit sa pierre à l'édifice, comme on dit. Mais attention, parce que ce que je vois en métropole, les gens qui souffrent et puis qui sont vraiment cloîtrés sur un lit d'hôpital, et après qui regrettent de ne pas avoir fait la vaccination. Comme je vous dis, je ne fais pas de la promotion pour la vaccination parce que moi, je suis anti-vaccin. D'accord? Mais, je vais vous dire, là, faut savoir ce qu'on fait.
faut savoir ce qu'on fait. Si on veut vraiment sortir de cette situation, je pense qu'il faut voilà, faut voir la situation autrement de ce qu'on dit, et puis les gens il faut qu'ils changent de casquette en fin de compte, parce que la situation elle est vraiment problématique. Là on a un variant qui arrive, là le MU, hein, qui résiste soi-disant On va en parler après, vous en faites pas. Je crois que c'est lundi ou mardi prochain, on va parler des autres, malheureusement, variants qui arrivent. Par contre, monsieur, je vais peut-être libérer la ligne si vous n'avez pas de questions. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez dit. Donc, si vous avez un appel pour le Covid long, n'hésitez pas à nous appeler. Profitez-en, les médecins sont là pour répondre à vos questions, et ce sont des médecins qui déjà eux-mêmes sont touchés par cette crise et qui, voilà, ils ont des soignants ils ont des personnes à soigner et ils sont vraiment dedans. Donc moi du coup j'ai une question pour le professeur Chantal Raérisson. Comment ça se passe en France? Est-ce que vous avez, comme le monsieur interpellé sur ce qui se passe en France hexagonale, est-ce que vous avez beaucoup, vous, de personnes à soigner pour les Covid longs? Parce que c'est vrai qu'on n'en entend jamais parler, nous, aux Antilles. Oui, alors effectivement, l'augmentation des consultations a été progressive, puisque au début, c'est une entité qui n'était pas encore reconnue, puisque les textes de la Haute Autorité de Santé ne sont sortis que tardivement. Donc les patients étaient un peu perdus parce qu'ils avaient des symptômes, ils ne pensaient pas toujours à en parler à leur médecin traitant. Et puis, quand on a commencé à communiquer, il y a eu une organisation des consultations. Et maintenant, à l'échelle territoriale, il y a des consultations pour le Covid long. Donc, on informe les médecins traitants pour qu'ils sachent aussi où envoyer les patients. Parce que ce qui est important, c'est effectivement que les médecins traitants soient au courant que le Covid long existe, qu'ils puissent eux-mêmes, à leur niveau, interroger les patients, les examiner, et s'il y a besoin, les envoyer au niveau de ces centres où il y a une prise en charge pluridisciplinaire, avec effectivement un médecin rééducateur. Ils peuvent demander l'avis d'un pneumologue, ils peuvent demander également l'avis d'un psychologue, puisque dans le Covid long, on peut avoir des patients qui peuvent avoir des symptômes d'anxiété, des symptômes de dépression. Donc des fois, c'est vraiment une prise en charge globale pour faire un diagnostic précis et ensuite proposer des solutions, parce que c'est pour ça qu'on est là quand même. L'idée, c'est de faire un bon diagnostic et ensuite de proposer une prise en charge pour que le patient s'améliore. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Alors, on me dit que la vidéo passe, donc on va vous la passer un petit peu plus tard, mais pour l'instant, nous avons un appel. Bonsoir. Allô? Allô? Bonsoir. Oui, monsieur, vous avez une question sur le Covid long? Oui. Allô? Bonsoir, monsieur. Oui. Posez votre question. Oui, je voudrais savoir, est-ce que vous allez pouvoir faire une émission pour parler, après le Covid, si vous voulez, des manques de médecins tels que cardiologues, docteurs pour les yeux et autres maladies qui existent. Parce que maintenant, je constate que la France envoie des charters de médecins, de soignants, et puis dans quelques mois, celui qui aura besoin de soigner ses yeux, sa gorge, la prostatlie ou bien autre, pas ni un spécialiste, il faudrait attendre 6 mois ou 1 an pour y avoir un médecin. Est-ce que émission là, les autres pequeños moment pour parler de ça? Parce qu'à l'heure actuelle, comme c'est du Covid qu'on a parlé, c'est ça qui est dans la mode, alors il y a des charters soignants, même en ville qui autres parler les autres maladies qui moun attendent 6 mois à 1 an pour nous voir un spécialiste ici. Est-ce qu'il y a, enfin, c'est en question que je pose les autres, si les autres tenaient en émission pour traiter cela.
Au revoir, merci. Alors, au revoir, monsieur. Alors, je ne vous promets rien. Comme vous le savez, normalement, moi, je m'occupe de la partie économique. Moi, normalement, c'est les entreprises. Mais avec la crise, je me suis retrouvée à couvrir les manifestations. Donc, dans la continuité, je fais juste les 10 émissions. Donc, pour l'instant, je ne vous promets rien, mais j'en parlerai à Brigitte Zabarel qui fait l'émission santé. Donc là, je crois que ça revient un petit peu au planning normal, puisque normalement, je suis censée moi-même être encore en vacances, mais je lui en parlerai, monsieur, et on essaiera de voir ce qui est possible de mettre en place. Alors, si vous avez une question sur le Covid long, parce que des fois, nous avons eu des appels lors des émissions précédentes de gens qui souffraient, qui avaient le Covid et qui souffraient encore de quelques symptômes. Donc, surtout, n'hésitez pas, en attendant, avant de reprendre, pendant qu'elle passe, je vous laisse regarder la vidéo de l'OMS par rapport à la 3e dose qui ne passait pas tout à l'heure et on revient tout de suite en plateau. De partager les doses existantes avec d'autres pays afin que ces derniers puissent augmenter leur première ou deuxième couverture vaccinale. Et ensuite, nous pourrons organiser les rappels. Nous demandons donc un moratoire de 2 mois. En Serbie, les contaminations et les hospitalisations sont en hausse. Les spécialistes médicaux affirment que les vacances d'été et les fêtes font grimper les chiffres, alors que l'hésitation quant à la vaccination est bien réelle dans le pays. L'OMS appelle à un moratoire de 2 mois sur l'administration de ces rappels. Il est préférable de partager les doses existantes avec d'autres pays afin que ces derniers puissent augmenter leur première ou deuxième couverture vaccinale. Et ensuite, nous pourrons organiser les rappels. Nous demandons donc un moratoire de 2 mois. En Serbie, les contaminations et les hospitalisations sont en hausse. Les spécialistes médicaux affirment que les vacances d'été et les fêtes font grimper les chiffres, alors que l'hésitation quant à la vaccination est bien réelle dans le pays. Bon, voilà, donc ça, c'était la formation pour répondre aux nombreuses questions qui se posaient par rapport à cette histoire de 3e dose. N'hésitez pas à nous appeler si vous avez des questions pour le Covid long, comme on vous a expliqué. On a dit qu'il y avait un système de réanimation hier. On a parlé avant-hier, on a parlé de la réanimation. Hier, c'était la prise en charge des gens à domicile. Aujourd'hui, si vous avez une question, s'il vous plaît, sur le Covid long, n'hésitez pas. Je vois déjà qu'on a un appel. Alors, allez-y, bonsoir. Allô ? Allô ? Bonsoir, oui, monsieur. Bonsoir. Est-ce que vous avez une question sur le Covid long ? Oui, voilà. J'appelle de Saint-Martin. C'est pour expliquer notre cas. Allez-y. Dans la famille, à la maison, on est à 3. On a notre couverture vaccinale complète, des 3 personnes. Moi, j'ai eu le vaccin Moderna, et puis ma femme et mon fils, le Pfizer. Et mon fils étant jeune, 21 ans, bon ben voilà, il continue à faire la fête et patata, mais bon, enfin, bref, il a eu le Covid. Ce qui fait que quand même, bon ben voilà, moi je n'étais pas trop inquiet, ni son médecin traitant non plus. Mais bon, le fait que lui, quand même, c'est un sportif. Il joue au football. Là maintenant, il est complètement guéri, donc ça va à la maison. On n'a pas été contaminé, puisque bon, on est vacciné, on a pris nos précautions, on a gardé les distances, on a été en confinement, 7 jours, lui 10 jours, et bon, ça s'est plutôt bien passé. Mais moi, ce qui m'inquiète un petit peu pour lui, c'est la reprise du sport. La reprise du sport, puisque vu que lui, c'est un sportif, il joue au football, je voudrais savoir quand même parce que j'ai entendu le docteur parler de Covid long, et aussi par rapport aux séquelles, notamment pour les sportifs. C'est surtout sur ce point-là que j'aimerais insister. Quelles sont les conséquences qu'ils peuvent avoir pour les sportifs ? Merci beaucoup, monsieur. Alors, on va vous répondre, et c'est une très bonne question. Avant que vous répondiez pour les médecins, s'il vous plaît, puisqu'on a entendu, il y avait les Jeux Olympiques dernièrement, et on a beaucoup entendu parler de cette histoire de respiration pour les sportifs. Est-ce que vous pouvez nous répondre, s'il vous plaît, et bien nous expliquer ça ?
Peut-être professeur Chantal Rayrison? Oui, j'ai pas bien compris votre question par rapport aux sportifs. Alors, le monsieur, donc toute sa famille est vaccinée, mais son fils a eu le pour le Covid. monsieur, oui. D'accord. Voilà, mais il est sportif. Donc par rapport au souffle, et moi j'en ai profité pour rajouter que par rapport à cette histoire de Covid long, pendant les Jeux Olympiques, on en a beaucoup parlé au niveau de la presse nationale. Donc est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne ? Oui, alors ce qui est sûr, c'est que les personnes qui avaient déjà au départ une activité physique importante et qui sont sportifs ont quand même tendance à mieux récupérer que les personnes qui sont sédentaires. Mais elles ne sont pas à l'abri d'un déconditionnement à l'exercice, puisque le temps de l'infection. Et donc, c'est important qu'elles puissent effectivement juger de ce qu'elles sont capables de faire par rapport à ce qu'elles faisaient avant. Est-ce que effectivement, ce jeune homme, il est gêné pour respirer, par exemple, quand il marche, ou est-ce que pour marcher, il n'est pas gêné? Est-ce que c'est plutôt pour monter les escaliers? Et il peut avoir besoin, effectivement, et nous, c'est ce qu'on recommande, à la fois, alors ça dépend de ce qui est possible là où il habite, mais en théorie, il faudrait quand même qu'il ait une évaluation pour souffler dans une machine et mesurer le souffle, si c'est possible. Mesurer l'oxygène au bout du doigt pour voir la saturation, ce dont parlait mon collègue tout à l'heure. Et puis, être accompagné pour reprendre l'exercice. Et parce qu'on se rend compte que des fois, il ne suffit pas de dire aux personnes « refaites de l'exercice, débrouillez-vous ». Souvent, un accompagnement avec effectivement soit des personnes qui s'occupent d'activités physiques adaptées, comme l'un de mes collègues ici, soit avec un kinésithérapeute, permet vraiment de récupérer et de revenir à son état initial. Merci. Du coup, docteur Rennert, qu'est-ce que vous préconisez, vous, dans ces cas-là ? Donc oui, effectivement, une très bonne question de l'auditeur pour les sportifs. Donc, ce qui est préconisé, et aujourd'hui on le sait parce qu'il y a quelques études qui commencent à sortir sur les recommandations pour le reconditionnement à l'effort, que ce soit chez les personnes sédentaires ou chez les sportifs. Donc un protocole doux déjà, donc ce qui est préconisé, donc, c'est de reprendre progressivement. La progression et la progressivité dans la reprise d'activité physique, c'est ce qui est privilégié. Donc on part déjà sur du reconditionnement à l'effort de type cardio-respiratoire avec un travail d'endurance, donc 5 à 10 minutes, 3, 4 séances par semaine, ce sont les préconisations de base, pour progressivement arriver au bout de 3, 4 semaines, voire 5 semaines, à augmenter le temps de travail, donc passer de 5-10 minutes d'exercice régulier par séance à 20-30 minutes lorsque la condition physique du patient et de la personne va s'améliorer, même chez le sportif, va s'améliorer, pour progressivement retourner à des valeurs standards de 35 à 45 minutes pour une séance d'activité physique d'endurance de type footing, par exemple, pour les sportifs. D'accord. La fréquence peut aller jusqu'à à peu près 3 à 4 séances par semaine. Et ce protocole-là, généralement, on l'applique sur 8 semaines pour que le patient puisse retrouver pleinement ses aptitudes au niveau de l'endurance, mais également au niveau musculaire. Puisqu'il ne faut pas oublier que le Covid, ça entraîne une période de sédentarité plus ou moins importante selon les sportifs, qu'ils récupèrent bien ou qu'ils récupèrent moins bien. Donc, cet arrêt de l'exercice prolongé peut provoquer une diminution de la masse musculaire. Et qui dit diminution de la masse musculaire, dit diminution de la force musculaire. Donc, tout cela, il y a un temps de récupération, on sait, qui varie chez l'un ou l'autre parce que nous ne sommes pas tous égaux devant la maladie. Mais ce qu'on sait réellement, c'est qu'il y a un temps pour retrouver une certaine force et masse musculaire qui va prendre jusqu'à 6 à 8 semaines selon les personnes. Donc oui, c'est long. Et encore plus long lorsqu'on a un Covid long. C'est-à-dire qu'on a des récits de sportifs de très haut niveau qui ont développé un Covid long et qui, après 7 mois, n'ont pas pu rejouer au football à haut niveau. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient encore une fatigabilité importante. Ils avaient encore une dyspnée à l'effort pour des efforts qui, préalablement, étaient faciles pour eux, mais qui, après le Covid et même après 5-6 mois post-Covid, traînent encore une fatigabilité et un essoufflement. Donc oui, il y a une période à respecter pour le reconditionnement à l'effort. Et même chez les sportifs, on peut avoir un Covid long qui va entraîner chez certains un temps qui sera quand même important pour retrouver toutes ces aptitudes physiques, que ce soit musculaires, athlétiques, que ce soit au niveau de l'endurance. Donc les préconisations, c'est un protocole doux, pour résumer un petit peu mon propos, 5-10 minutes, progressivement augmenter le temps de travail, mais également les exercices de renforcement musculaire qui vont permettre à l'athlète de retrouver ses pleines capacités. D'accord, merci beaucoup. Alors, je crois qu'on a un appel. Bonsoir. Allô, oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur.
Oui, j'aimerais poser une question justement aux médecins qui sont sur le plateau. Oui, allez-y. À savoir si les arrêts cardiaques font partie du Covid long. Ah, bonne question. Merci beaucoup. De rien. Bonne soirée à vous. Alors, est-ce que quelqu'un peut répondre, s'il vous plaît? Est-ce que les arrêts cardiaques font partie du Covid long? Pas en tant que tel. Dans ce qu'on entend par Covid long, on peut avoir la tachycardie, des douleurs thoraciques, mais à partir du moment où il y a arrêt cardiaque, ça veut dire qu'il y a probablement une atteinte spécifique au niveau du cœur, soit une complication de type myocardite. Et dans ce cas-là, effectivement, on est plutôt dans les séquelles cardiaques, pas ce qu'on entend par Covid long. D'accord, merci. Et on entend beaucoup parler, comme vous disiez, tous les trucs cardiaques, myocardie, enfin, tout un petit peu mélangé. Est-ce que ça, oui, c'est un des symptômes, enfin, est-ce que c'est une séquelle, une conséquence de cette maladie ou pas? Est-ce qu'on sait aujourd'hui? Aujourd'hui, il faut quand même rester prudent parce que il n'y a pas vraiment de définition consensuelle non plus du Covid long, en fonction des pays, en fonction des études. C'est probablement des définitions qui vont être amenées à changer dans le temps. Et même aujourd'hui, on a du mal à expliquer en fait à quoi est dû le Covid long. Il y a plusieurs hypothèses. Au départ, on pensait que c'était peut-être lié à l'infection virale chronique, comme on voit dans d'autres cas. Et puis maintenant, on pense que c'est probablement ce qu'on appelle des phénomènes dysimmunitaires d'inflammation, avec une atteinte nerveuse dans un cas et parfois des atteintes autres musculaires. Donc, ce qu'on appelle la physiopathologie, c'est-à-dire le mécanisme du Covid long, aujourd'hui n'est pas bien élucidé. D'accord, merci beaucoup pour cette réponse. Donc, merci d'avoir participé. Allez-y. Ah, c'est fini? Non? Allez-y, allez-y. Pardon, je voulais juste rajouter que pour nos patients avec les séquelles de Covid en Martinique, ce que l'on fait, c'est qu'ils sont suivis aussi sur un hôpital de jour où on va essayer d'identifier, comme l'a dit le professeur Harrison un peu plus tôt, les problèmes d'organes, les dysfonctionnements d'organes, c'est-à-dire qu'on va évaluer la fonction cardiaque, on va peut-être faire une échographie, on va évaluer la fonction respiratoire, donc on va souffler dans des tuyaux, on va mesurer le souffle et le niveau d'échange des gaz, et on va voir qu'est-ce que les patients ont comme problème d'organes, et parfois ils n'ont plus de problème d'organes, mais malgré tout, ils vont garder cette fatigue-là, cette incapacité à faire des efforts qu'ils trouvaient faciles habituellement. Et c'est dans ce cadre-là qu'on va identifier cette problématique de Covid long, où il faudra quand même les prendre en charge, même si leur cœur fonctionne bien, leurs poumons fonctionnent bien, et ben, il faut les accompagner dans cette capacité à refaire des efforts, quel que soit le niveau, les capacités. Ça va être des efforts de haute intensité pour le sportif, mais ça va être pour l'auxiliaire de vie sociale, faire le ménage chez quelqu'un avec qui et pour qui elle travaillait. Et donc chacun à son niveau risque d'être impacté par ces symptômes persistants du Covid. D'accord, merci beaucoup pour cette information. Donc merci d'avoir participé avec nous ce soir. Demain, nous parlerons de la rééducation justement et de la réadaptation du patient Covid. Donc oui, les médecins vont encore venir et moi je les remercie parce qu'ils font ça pendant qu'ils sont à leur travail. Ils essaient de s'organiser, ils prennent sur leur temps et moi je les paye pas non plus. Ils font vraiment ça parce qu'ils essayent de nous aider au mieux, nous, population guadeloupéenne, martiniquaise, à passer ce cap. Mais par contre, avant de vous quitter, j'ai une petite information très importante que je vais suivre de très près, une petite bonne nouvelle. Comme vous le savez, on avait déjà reçu le préfet bien avant les manifestations et on avait commencé à suivre la Corse et les médecins de la plaine orientale administrent des traitements. Donc attention, tout ça est à prendre avec des pincettes. Ils sont en train de faire
faire de la chimie et ils ont déposé des demandes au gouvernement pour pouvoir lancer des nouvelles études et pour pouvoir mettre en place des bilans. Donc pour l'instant, on y va sur la pointe des pieds. Les autorités sanitaires ne parlent pas trop de ce qu'elles essaient de mettre en place, parce que pour l'instant, on ne sait absolument pas si ça fonctionne ou pas, mais c'est une bonne nouvelle. Ça vient juste de sortir. Donc je pense que d'ici demain, peut-être aux informations, vous entendrez peut-être plus de détails sur cette histoire. À suivre aussi au niveau de la presse nationale, puisque tout le monde, je pense, va suivre un petit peu ce qui se passe en Corse sur ce point-là. Donc merci à tous de nous avoir suivis. Dans quelques instants, le journal avec Harold. Bonne soirée à tous. Au revoir.